Merci. Je suis impressionné par le nombre de personnes à cette heure-ci dans la salle. C'est inattendu et c'est bien. Donc, on va voir si la désescalade est risquée ou bénéfique. Alors, moi, j'ai envie de dire c'est risqué et bénéfique en grand pratiquant de sport de glisse à risque. Je dirais que ce qui est risqué est souvent bénéfique. Voilà, c'est mes conflits d'intérêts qui n'ont pas de rapport avec l'antibiothérapie. Donc, mon topo va se diviser en 4 parties. On va parler de la gestion raisonnée de l'antibiothérapie. On va parler des principes et de la sécurité de la désescalade. Je vais vous présenter un essai randomisé qui est source de débat. Et après, on verra en pratique ce qu'on peut faire. Donc, la gestion, ce qu'on appelle stewardship, on va traduire ça par gestion raisonnée de l'antibiothérapie. Alors, on a bien vu les recommandations de la Surveillance Sepsis Campaign, c'est très clair. Les antibiotiques sauvent des vies. Ils sauvent des vies si vous les donnez de façon probabiliste, donc sans documentation. Ils sauvent des vies et c'est ce qui est recommandé, de les donner à large spectre et de les donner dans la première heure. Donc, finalement, on n'a pas beaucoup d'éléments. Et comme on n'est pas de garde, comme les experts ne sont pas de garde 24 heures sur 24, ben, il se passe ce que Jean-François Timsit nous a bien décrit, c'est qu'on tape souvent très large, souvent probablement trop large, mais finalement, tout le système nous pousse à ça. Tout ça conduit à une surutilisation des antibiotiques à large spectre, et tout ça favorise l'émergence de bactéries multirésistantes. Alors, est-ce que finalement c'est embêtant? Parce qu'on peut se dire, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il faut se battre contre ça? Ben, globalement, et c'est montré dans plusieurs articles consécutifs. Et là, je vous montre un des plus récents que j'ai trouvé assez bien fait, publié dans Critical Care Medicine, qui montre que le fait d'avoir une infection avec une bactérie multirésistante augmente le taux d'inappropriation de l'antibiothérapie et que finalement, indirectement, ça augmente le nombre de décès en augmentant l'inappropriation de l'antibiothérapie. Donc, donner des antibiotiques large spectre de façon continue, sans aucune réflexion, en se disant c'est bien pour nos patients, ben c'est comme aller très très vite face à un mur. Il y a un moment où on va rentrer dans le mur. Ben là, c'est quand on a ces bactéries qui sont résistantes à tout et qui finalement conduisent au décès du patient. Alors, pour lutter contre ce phénomène, il y a plusieurs choses à faire. Il y a d'abord le lavage des mains. Et quand on voit les courbes que nous a montré Jean-François Timsit sur le SARM, sur les 15 dernières années, ben c'est, je pense, en grande partie dû à l'introduction des solutions hydroalcooliques, et c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, il n'y a pas que les antibiotiques, il y a la qualité des soins, et au premier plan, la décontamination des mains. Il y a les contacts de précaution, l'isolement des patients infectés, l'isolement, par exemple, systématique des patients qui reviennent d'un séjour à l'étranger, parce qu'ils sont à risque. Et puis, il y a la gestion raisonnée au quotidien, en routine de l'antibiothérapie. Et parmi cette gestion raisonnée, un des éléments est la désescalade. Alors, la désescalade, c'est très très bien résumé c'est un éditorial de Matteo Bassetti dans les Antiquaires Médecine. Qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est de réduire l'exposition à des antibiotiques qui ne sont pas nécessaires. C'est de réduire le spectre des antibiotiques utilisés à partir des cultures qui ont été réalisées chez les patients. Et l'objectif final, c'est de réduire la pression de sélection et donc l'apparition de souches multirésistantes. Et puis, secondairement, mais finalement, peut-être ça nous intéresse moins, de réduire le coût des traitements. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait dans les recommandations. La désescalade, c'est une recommandation de grade 1B pour la Surveillance Sepsis Campaign. Recommandation à l'IDSA, c'est aussi une recommandation forte. Donc, globalement, on nous dit qu'il faut désescalader, et je maintiens ce message, il faut désescalader, et surtout ne vous arrêtez pas. Quand on analyse l'intégralité de la littérature sur la désescalade, on va se référer à des experts de la méthodologie, et les experts de la méthodologie, c'est souvent actuellement à Cochrane qu'on les trouve. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il n'y a pas de preuves directes, adéquates, qui permettent de dire que la désescalade est efficace et sûre pour les patients en sepsis.
choc septique et sepsis grave. Donc globalement, Cochrane, qui est quand même écouté, la plupart de nos pratiques sont dirigées sont influencées par ces méta-analyses qui sont normalement écoutées religieusement. Ben, Cochrane nous dit qu'il n'y a pas tellement de preuves que la désescalade est une technique sûre. Alors, qu'est-ce que c'est le principe? Ben, le principe, c'est je prends un traitement large spectre, je fais des cultures juste avant, je fais des prélèvements que j'envoie au laboratoire et je fais des cultures, j'ai les résultats des cultures, et puis je désescalade, je passe à un spectre étroit selon le résultat de mes cultures. C'est le principe de l'entonnoir hein, que je vous ai mis pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe. C'est facile. Ben, moi, je trouve que ça pas si facile que ça, en pratique. Alors, je vous ai listé, mais c'est juste pour, à titre indicatif, hein, il peut y en avoir d'autres, moins, on peut tout discuter, mais 9 prérequis pour que ça marche. Et pour que ça marche, il faut avoir un bon diagnostic. Est-ce qu'il y a une infection? Finalement, nous, alors peut-être qu'on est moins bon que la moyenne, mais on passe nos journées à discuter pour savoir si vraiment il y a une infection ou pas une infection chez nos patients. Est-ce qu'on va traiter le bon site? Est-ce qu'on a choisi le bon site? Est-ce qu'on a prélevé le bon site d'infection? Si j'écoute mes chirurgiens thoraciques, je prélève toujours le ventre. Si j'écoute mes chirurgiens viscéraux, je prélève toujours le poumon. Est-ce que j'ai fait le bon type de prélèvement? Est-ce que j'ai mis dans la bonne cupule? Est-ce que je l'ai bien transporté? Est-ce qu'on ne me l'a pas laissé sur une paillasse pendant des heures et des heures à attendre? Est-ce que quand il arrive au labo, on lui a mis dans le bon milieu de culture? Est-ce qu'on avait les outils adéquats pour faire le diagnostic microbiologique dans le laboratoire où je l'ai envoyé? Est-ce qu'on m'a donné le bon antibiogramme? Chez nous, par exemple, on estime que les médecins au lit du patient n'ont pas à savoir la CMI, par exemple, parce qu'ils ne sont pas assez intellectualisés pour ces notions-là. Donc, est-ce qu'on me donne le bon antibiogramme? Est-ce que j'interprète bien cet antibiogramme, parce qu'il y a quelques subtilités? Et puis, une fois que j'ai tout ça, est-ce que j'ai fait le bon choix de mes antibiotiques? Ces 9 prérequis, moi, je ne les trouve pas si faciles que ça à mettre en place. Et en plus, je pars sur un concept qui est très mal défini, on le verra ensuite. Alors, il y a des tas de publications qui disent on a désescaladé, regardez comme on est beau, regardez comme on est fort, ça marche très très bien. On y a participé aussi, hein, donc je peux être totalement coupable. Et en pratique, c'est vrai que ça marche bien quand on regarde ces papiers-là, qui sont tous observationnels, tous plus ou moins rétrospectifs. Alors, quand on regarde ces papiers, finalement, la désescalade, c'est déjà assez vague, puisqu'on désescalade dans 30% des cas dans certaines équipes. On voit chez Jordi Rello, dans 64% dans d'autres papiers. Dans la même équipe, si on change de pathologie, on est à 42%. Donc, c'est quelque chose qui reste quand même, un concept qui reste assez... on passe du simple au double, globalement, d'une équipe à l'autre. Donc, est-ce que c'est des différences de pratique? Est-ce que c'est des différences de patients? Ça, on ne sait pas trop. Et puis, quand on regarde les résultats, par exemple, si on regarde la mortalité, il y en a, l'équipe Saint-Étienne, qui trouve que la mortalité est similaire qu'on désescalade ou qu'on ne désescalade pas. Il y en a qui trouvent que dans un sous-groupe, il y a une augmentation de mortalité. Nous aussi, il y avait une tendance. Et puis, il y en a qui trouvent qu'il y a une diminution de mortalité associée. Pareil pour les scores de sévérité, ça part un peu dans tous les sens. C'est normal, ce sont des études observationnelles qui sont là pour générer des études de meilleur niveau. C'est normal qu'il y ait des résultats un peu différents. Alors, l'étude que je trouve la plus informative parmi toutes ces études, c'est une étude qui est sud-coréenne et qui a bien analysé la situation. Alors, ils regardent la mortalité des patients chez qui ils ont désescaladé, puis on compare toujours à un groupe rétrospectif qui n'a pas été désescaladé, et vous voyez finalement la désescalade améliore la survie des patients. Alors conceptuellement, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans un premier temps, hein, parce que finalement, si on donne des antibiothérapies efficaces à nos patients, il n'y a pas de raison qu'on change la mortalité. Alors là où ils ont été assez pertinents, cette étude, c'est qu'ils ont regardé ce qui se passait le jour où on désescaladait, pas le jour du sepsis, le jour où on désescaladait. Et donc, qu'est-ce qu'ils montrent? Alors, on désescalade dans ce groupe-là à 5 jours, donc assez tardivement hein, par rapport à d'autres études. Et à 5 jours, finalement,
Quand on fait une analyse multivariée sur la mortalité, ce qui sort, c'est la page 2, donc un score de gravité à 5 jours, ou le CPIS au 5e jour. Et ça, ce sont des déterminants de la mortalité. Et quand on regarde chez leurs patients, ben finalement, le groupe où ils n'ont pas désescaladé, c'est ceux qui avaient les plus hauts scores à page 2, non pas le jour où ils ont mis l'antibiothérapie, non pas à l'admission, mais le jour où la désescalade est pratiquée. Et ils avaient aussi les plus hauts scores, les plus hauts CPIS. Donc globalement, cette étude, je trouve qu'elle résume parfaitement la situation. On désescalade quand la situation clinique s'est améliorée et quand le patient va mieux. Et quand on désescalade chez un patient qui va bien après 5 jours et demi d'antibiotiques, on peut même se demander si on ne devrait pas arrêter les antibiotiques. Et puis on arrive à des études de ce type, une étude espagnole, qui, si on la lit un peu vite, là on trouve très clairement que la désescalade est associée à une meilleure survie en réanimation, à l'hôpital et à 90 jours. Donc la désescalade protégerait, mais ça protège que dans ce sens-là, ça protège dans le fait qu'on désescalade chez les patients qui évoluent de façon favorable, et donc c'est un marqueur finalement de bonne évolution. Quand on essaye de regarder ça de façon plus rigoureuse, on avait pris des patients neutropéniques, une cohorte de patients neutropéniques qu'on a suivi de façon prospective, mais de façon observationnelle aussi. Et on avait travaillé avec des statisticiens, avec des modèles un peu compliqués que je ne pourrais pas vous expliquer comme ça sur la survie. Et là, on montrait très bien que finalement, qu'on désescalade ou qu'on ne désescalade pas, quand on appareille sur la gravité, quand on fait des régressions logistiques, finalement, ça ne change pas la mentalité des patients et ça n'influe pas sur la survie des patients. Donc ça, c'est un message très rassurant. On peut désescalader, et il n'y a pas de risque en termes de mortalité. Dans cette étude qui était observationnelle chez les patients neutropéniques, on avait choisi ces patients-là parce que ce sont probablement les plus fragiles, ceux qui sont le plus exposés aux infections. Et donc c'était un modèle totalement inédit. On n'avait pas de différence de mortalité. Par contre, on avait une prolongation de l'utilisation des antibiotiques dans le groupe des patients qui avaient été désescaladés. Donc, ce petit résultat, gardez-le en tête. Donc la désescalade, ça fait partie de la gestion raisonnée de l'antibiothérapie. Ça réduit l'utilisation des antibiotiques large spectre, et c'est sûr que quand on passe de méropenem, vancomycine et puis un antifongique le lendemain à une céphalosporine ou non actif sur le pio, c'est vraiment très efficace. C'est basé sur les résultats microbiologiques, donc il faut que vous ayez une confiance et un partenariat très serré avec votre laboratoire de microbiologie. C'est une recommandation qui est forte. Toutes les sociétés savantes recommandent la désescalade. Par contre, le niveau de preuve reste bas à intermédiaire, ça repose sur des données observationnelles. Alors, est-ce qu'il fallait faire un essai randomisé? Il y a des gens qui sont absolument contre. Je ne sais pas s'il est là cette année, non. Ça fera une discussion plus calme. Peut-être qu'il ne fallait pas en faire. Mais en tout cas, on en a fait un avec notre groupe qui est Azurea. On a testé de façon très pragmatique. C'est un essai très pragmatique qui n'a pas été fait en aveugle. On a testé un groupe où on désescaladait et un groupe où on maintenait l'antibiothérapie probabiliste. C'était multicentrique sur 9 centres universitaires de gens qui auront plus ou moins l'habitude, de faire des études randomisées et 2 qui ont un rapport avec l'infectiologie. Alors, on détectait les patients en sepsis grave, on échantillonnait, on prescrivait une antibiothérapie probabiliste, on avait l'identification de la bactérie, on recevait l'antibiogramme, et à ce moment-là, on appelait un numéro de téléphone que j'avais dans ma poche, et à ce moment-là, c'était A ou B selon une table qui avait été faite sur un Google Doc. A, c'était on continuait le traitement qui avait été initié, B, on désescaladait. L'objectif, c'est un objectif, comme on a dans les études commerciales, comme quand il y a les laboratoires qui viennent vous vendre, vous disant que leur médicament est formidable, c'est un objectif de non-infériorité à plus ou moins 2 jours. Donc on s'était dit, si la durée de séjour est prolongée de plus ou moins 2 jours,
la non-infériorité ne sera pas obtenue. Alors, seuls les patients qui avaient une culture positive ont été inclus. Dans le groupe qu'on appelait continuation, qui était le groupe où l'antibiothérapie probabiliste a été poursuivie, les aminosides et les furoquinolones étaient poursuivis pour 3 jours. L'antibiothérapie dirigée contre le SARM était faite selon les recommandations. Et puis on continuait, en fait, c'était surtout la bêta-lactamine à large spectre qui était poursuivie. Dans le groupe désescalade, on arrêtait tout et on désescaladait cette bêta-lactamine à large spectre selon les résultats de la culture. Alors, il y avait une petite discussion qui était faite entre l'investigateur et celui qui était au téléphone. Donc, on a screené 624 patients. Finalement, ça s'avère beaucoup plus difficile, même si l'étude a été faite sur un temps très très court. On a désescaladé beaucoup moins, on avait beaucoup moins de patients que ce qu'on pensait au préalable, qui étaient en situation d'être désescaladés. Donc, on avait 120 patients qui ont été inclus, 60 dans un groupe, 60 dans l'autre, et puis il y a eu quelques exclusions. Et puis, il y a eu ces 2 groupes, donc, et là, on n'a pas eu de chance, puisque les 2 groupes étaient légèrement déséquilibrés pour l'âge, pour le temps entre le début du sepsis et l'inclusion, et pour le site, avec une tendance pour le site d'infection, et puis pour l'utilisation des carbapénèmes. Alors, les choses se balançaient finalement plus ou moins favorablement. L'utilisation des carbapénèmes était plutôt dans le groupe désescalade. L'âge ils étaient plus vieux dans le groupe continuation. Et le site infectieux, le poumon était plus nombreux dans le groupe désescalade. Donc, voilà, ça arrive. Hein, finalement, c'est plus inquiétant quand tous les facteurs sont strictement non significatifs. On sait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent être significatifs chaque fois qu'on a 10 variables. Et nos résultats, donc, on recherchait une non-infériorité, c'est-à-dire pas plus de 2 jours de différence entre les 2 groupes. Et puis, on a obtenu une différence de 3,4 jours en défaveur de la désescalade, avec des durées médianes à 8 jours, 9 jours dans le groupe désescalade. Et puis, quand on fait l'analyse, on a eu un delta à 3,4 jours, avec vous voyez, enfin, quelques variations entre les durées moyennes ce coup-ci. Donc, la non-infériorité n'a pas pu être déclarée. Donc, le résultat est assez complexe à exprimer, puisqu'on peut juste dire qu'on ne peut pas dire que la désescalade est non inférieure à la poursuite d'antibiothérapie. C'est le seul résultat qu'on puisse se dire. Le seul résultat, c'est qu'on ne peut pas déclarer, avec ces datas, que la désescalade est non inférieure à la poursuite d'antibiothérapie initiale. En termes de mortalité, il n'y avait aucune différence, même après ajustement sur les différents critères qui étaient significativement différents entre les 2 groupes. En termes de réadmission, en réanimation, il n'y avait pas de différence significative, mais il y avait 33% de réadmission dans le groupe désescalade, 7% dans le groupe où on avait poursuivi l'antibiothérapie. Et puis en termes de déférence d'organes, pas de différence. En termes de ventilation mécanique, pas de différence. Donc tout ça est plutôt rassurant. En termes de durée d'antibiothérapie, on avait une augmentation de la durée totale d'antibiothérapie pendant le séjour dans le groupe où on avait désescaladé. Pas sur le premier épisode, mais sur la durée quand on prenait tous les jours d'antibiothérapie jusqu'à la sortie du patient. Par contre, on utilisait moins d'antibiotiques large spectre dans le groupe désescalade, et ça, c'est un résultat qu'il faut toujours avoir en tête. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est probablement le nombre de surinfections qui était plus important dans le groupe désescalade que dans le groupe continuation, avec des pathogènes en fait, qui variaient souvent dans la deuxième infection dans le groupe désescalade. Donc, la non-infériorité n'a pas été retenue. Ce n'est pas une étude de supériorité, d'accord? C'est non-infériorité. La mortalité est similaire. Les déférences d'organes sont similaires et il y avait plus d'infections secondaires dans le groupe désescalade. Alors, cette étude a plein de limitations. Je vous recommande l'éditorial écrit par Jean-François Timsit, qui nous fait bien la liste de tout ce qui limitait les résultats de cette étude. Hein. Il n'y avait pas d'aveugle, et ça a pu impacter par exemple sur les durées d'antibiothérapie, hein, puisque les médecins savaient ce qu'ils donnaient. C'est difficile de faire un aveugle dans ce type d'étude, mais on pourrait y penser.
Les deux groupes étaient déséquilibrés pour l'âge et pour le site d'infection, et ça a pu avoir un impact. Par exemple, si on regarde que les pneumonies, il n'y avait pas de différence, et il n'y avait pas la non-infériorité était obtenue, si on regarde que le groupe pneumonie. Le design de non-infériorité est discutable. On aurait pu passer à un design de supériorité, mais il aurait fallu beaucoup plus de patients. L'effet écologique, qui est vraiment le bénéfice majeur de la désescalade, n'a pas été bien évalué. Alors, on a fait des écouvillons rectaux, mais finalement, on a assez peu de résultats et c'est assez peu pertinent. Il faudrait probablement beaucoup plus de patients pour arriver à avoir un effet écologique. Et puis, il n'y avait pas, au moment du choix de l'antibiothérapie, du choix de la désescalade, un avis spécialisé par un infectiologue. Nous, on se réunit toutes les semaines avec les infectiologues pour discuter de traitement, mais au pied du lit, au quotidien, chaque fois qu'on change une antibiothérapie, on n'avertit pas les infectiologues. Peut-être que ça aurait un impact de le faire. La définition même de la désescalade pose problème, parce que quand on passe d'un carbapenem à une pénicilline, ça c'est vraiment très très simple. Quand on passe du céphépime à la céfotaxime, ça, on est tous d'accord. Je pense 100% des gens sont d'accord en désescalade. Quand on passe du céphépime à la pipertazo, c'est beaucoup moins clair. Et quand on passe d'une fluoroquinolone à une céphalosporine, c'est vraiment pas très très clair. Et on a essayé, Emmanuel Weiss et Jean-Ralph Zahar, tout un groupe, a essayé de réfléchir avec une méthode, un Delphi modifié, à proposer une définition de la désescalade. Et j'espère que ça apportera au débat un peu d'éclaircissement sur les objectifs de tout ça. Mais on a vu au sein de ce groupe que ce n'était pas du tout facile d'être tous d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer en pratique? Il y a beaucoup d'études observationnelles qui disent il faut le faire. Il y a une étude randomisée qui dit juste attention, ça dit juste attention. Mon avis personnel, c'est qu'il ne faut jamais changer notre pratique sur une seule étude, quel que soit le domaine. Et donc, il faut continuer à faire et ne pas... Enfin, il faut arrêter en réanimation de changer toutes nos pratiques chaque fois qu'il y a une étude qui sort. Donc, même si c'est la nôtre, je pense qu'il faut continuer comme on fait. Il faut éviter tout ce qui est marketing. Faites-le toujours, ne faites jamais. C'est pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut regarder le coût, il faut regarder le risque, le bénéfice individuellement. Et finalement, c'est pour ça qu'on est médecin. C'est pour faire cette analyse au quotidien. Et puis, oui, ce qui peut bien marcher, c'est d'avoir une démarche de ce type en regardant finalement la clinique, parce que ça nous indique beaucoup et ça nous donne beaucoup de renseignements. C'est ce que propose Marine Koleff. Alors, je suis content qu'il soit converti à la désescalade, parce que pour avoir passé un an dans l'établissement où il travaille, ça n'avait pas l'air évident de désescalader. Mais en tout cas, quand on regarde si les patients se sont améliorés, et à ce moment-là, probablement, on peut désescalader si on a les conditions. Par contre, si cliniquement, le patient va plus mal et qu'on n'est pas certain de la véracité du prélèvement qu'on a fait, de l'antibiothérapie qu'on a donnée, probablement, il faut avoir une attitude prudente et réanalyser. Peut-être à la fin de l'analyse, on désescaladera quand même, mais réanalyser le cas. Voilà, en pratique, pour réduire la pression de sélection, il y a plein d'autres choses. Il faut réduire la durée du traitement, on va le voir au prochain topo. Il faut éviter les traitements pas nécessaires. On met de l'antibiothérapie à tout le monde. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est un sepsis, a priori. Donc on met de l'antibiothérapie à tout le monde. Il faut arrêter le traitement chaque fois que les cultures sont négatives. Peut-être que les biomarqueurs vont nous aider et on a besoin de biomarqueurs de qualité pour arriver à décider. Et puis, chaque fois qu'on adhère aux guidelines, alors malgré le papier de Deborah Kett, de Taryn Kett, je crois qu'il faut adhérer aux guidelines et que ça peut aider. Et puis, on a sorti des recommandations d'un référentiel récemment qui est dans la revue Réanimation, qui est la revue de la société, et qui vous donne toutes les stratégies de réduction de l'utilisation des antibiotiques à visée curative en réanimation. Et je crois que ça devrait devenir le livre de chevet de tout réanimateur. Ça a été coordonné par Jean-Pierre Bedos et je le remercie. Voilà, donc mon message, c'est une forte recommandation et ça doit rester une forte recommandation. Il faut désescalader. C'est risqué. Moi, je crois que c'est risqué pour les patients, mais c'est bénéfique pour la collectivité et on travaille aussi pour la collectivité. C'est probablement efficace, mais il faudra encore le démontrer. Ce n'est pas encore démontré en termes d'écologie. Il y a un seul essai clinique randomisé qui montre un peu plus d'utilisation de réanimation, mais finalement, il n'y a pas de différence en termes de mortalité. C'est ça qu'il faut retenir.
il faut respecter les guidelines qui nous disent de désescalader. Et puis, il faut faire attention, il ne faut pas être systématique, pas être borné. Et chaque fois qu'on a un tableau clinique qui n'encourage pas à désescalader, il faut réfléchir avant. Voilà, je remercie tous les investigateurs qui avaient participé et toute l'équipe technique qui a participé à ce travail. Et je vous remercie pour votre attention.